Bonsoir. Voici quelques éléments de théorie suivant Johannis, intitulés donc des préalables à la création publicitaire. Ce sont les pages 97 à 119 que je vous ai remises au cours de la semaine dernière. Alors une citation d'abord, la création professionnelle, ce n'est pas l'expression du créateur, c'est l'expression de la nature d'un produit, de la personnalité d'une marque, et l'art du créateur professionnel est donc celui du comédien. L'art du créateur, c'est de faire vivre, d'interpréter, d'enrichir une personnalité, la personnalité de la marque, qui n'est pas la sienne propre. Dans la création publicitaire, il y a des acteurs multiples, il y a les stratèges dans l'entreprise qui sont responsables des campagnes publicitaires, c'est-à-dire nous. Il y a une deuxième équipe constituée par les créatifs de l'agence, avec un concepteur-rédacteur, un directeur artistique. Et puis finalement, il y a les personnels qui vont créer, qui vont fabriquer, qui vont produire la campagne elle-même, les photographes, les cinéastes, etc. Alors il s'agit en création publicitaire d'une logique artistique inversée. Ce n'est pas une logique qui est centrifuge, mais qui va vers l'extérieur, mais centripète, donc qui revient vers l'intérieur. À partir des critères qu'on a établis pour un marché, pour une marque, il va falloir passer aux critères de création, revenir en quelque sorte en arrière. C'est une logique qui est difficile, mais qui est aidée en fait par une connaissance riche du consommateur. Donc on va aller de l'extérieur, le marché, et revenir vers la création qui se fait à l'intérieur, et donc former une espèce de Z créatif. Du stratège on passe au marché, du marché on revient à la création, et de la création finalement on retournera vers la cible. Alors on distingue entre des concepts directs ou indirects, et il y a fondamentalement trois stratégies pour exprimer ce qu'on appelle donc la promesse, la USP, le concept direct qui est dénoté, donc qui est rationnel, un concept indirect qui va être induit, et puis un concept connoté qui est une forme de reconstruction mentale. Alors ces concepts ne recoupent pas forcément la typologie avantage produit d'un côté ou avantage consommateur. L'avantage, c'est le fond du message, alors que dans la distinction entre indirect, direct et connoté, ce sont les mécanismes du message qui sont concernés. Donc l'avantage, la promesse, c'est le fond, et la forme du concept, direct, indirect ou connoté, c'est la manière dont c'est la forme du message, le mécanisme du message. Alors il y a plusieurs critères qui permettent d'analyser la création et de choisir le concept. Si la promesse est dénotée, est directe, elle est dite en toutes lettres, alors que pour la compréhension d'un message indirect ou connoté, il faudra que le consommateur fasse un trajet mental et qu'il risque de ne pas comprendre. Donc le facteur de compréhension, c'est comprendre tout de suite une publicité, c'est très important, et ça marche bien sûr évidemment pour le concept direct, puisque la promesse, elle est dite en toutes lettres, achetez ce café parce qu'il est bon, parce qu'il est fort. En revanche, le concept abstrait indirect, bien sûr, sera beaucoup plus difficile, et s'il n'est pas compris, eh bien le choix d'un concept indirect n'aura servi à rien. La spécificité d'un produit, c'est beaucoup plus difficile quand il s'agit d'un concept direct, parce que tous les produits se ressemblent, toutes les promesses de catégories de produits se ressemblent, alors que c'est beaucoup plus évident d'utiliser un concept indirect ou connoté quand il y a un stimulus spécifique qui ne s'attribue pas qu'à une seule marque et qui permettra donc une mémorabilité élevée. La crédibilité, c'est un facteur qui touche à la promesse, parce que au premier degré, c'est-à-dire au concept direct, le consommateur n'aura pas confiance, n'accordera que peu de crédibilité à la publicité, qui sera comprise comme une forme de matraquage, alors que dans le concept indirect, eh bien, la promesse se confond avec la preuve, et l'adhésion, la crédibilité sera plus forte. Il est plus convaincant de montrer que d'affirmer. L'empathie, on l'a vu dans certaines campagnes publicitaires que nous avons vues en classe, c'est le lien qui est spontané entre le message et le prospect. Là, si on veut créer de l'empathie, le concept direct est peu performant, il n'y a pas vraiment de place pour le dialogue, alors que dans un concept indirect, dans un message indirect, la performance empathique sera beaucoup plus importante, car le prospect sera impliqué, il y aura un sentiment de complicité. Alors, est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion que le concept indirect est supérieur? La réponse est non, parce que les critères, on l'a vu, n'ont pas le même poids. Le critère de compréhension est central. Si on ne comprend pas une publicité, eh bien, que ce soit direct ou indirect, et surtout indirect, eh bien, ça ne marchera pas. Un critère donc qui n'est pas satisfait peut annuler les autres, et donc la compréhension reste finalement un critère très très lourd. Et la question se pose au créatif, faut-il faire ce qu'on va appeler un saut créatif, choisir un concept indirect créatif? Non, si le marché est neuf, s'il s'agit d'une vraie innovation, avec des caractéristiques distinctives et un positionnement original, il n'est pas nécessaire d'inventer quelque chose d'indirect. En revanche, si le marché est vieux, s'il n'y a pas vraiment d'innovation,
et s'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont inhérentes, c'est-à-dire c'est toujours la même catégorie de produits, c'est toujours les mêmes caractéristiques, eh bien il faudra inventer quelque chose de nouveau pour positionner par rapport aux autres marques. Donc dans la plupart des cas, il faudra faire une forme de saut saut créatif. Et il faudra donc d'un côté évaluer des critères qui sont le discours de l'entreprise et de l'autre les discours des publicitaires. Dans la création publicitaire, finalement, on a 4 pôles, peut-être 5 si on inclut la concurrence. Il y a mise en rapport du produit, du consommateur, de l'entreprise et des équipes publicitaires. Il faut aussi, selon Johannis, donc, se poser la question dans une campagne de la situation de concurrence. Est-ce que la marque est une marque leader? Est-ce que c'est une marque challenger? Ou est-ce que c'est une petite marque? Cela influe bien sûr sur les différents concepts, les budgets, mais aussi sur les tentations qui sont les tentations créatives et qui sont soumises à des structures. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que le produit qu'on va lancer ou qu'on va commercialiser, est-ce qu'il a une caractéristique qui vraiment le distingue des autres? Est-ce que cette caractéristique distinctive est vraiment présente ou bien est-ce qu'il n'y a pas de caractéristique distinctive? Est-ce qu'il est nécessaire de développer une forte identité ou de choisir un positionnement très précis, très pointu pour faire concurrence aux autres marques? Finalement, dans la création, se souvenir d'une chose, c'est que la création, c'est quelque chose qui va très vite lorsqu'on se situe au niveau de la réception. Donc pour le créatif, c'est comme un horloger, c'est travailler à la seconde, à la fraction de seconde. C'est travailler sur des visuels où la vitesse est centrale, où la séduction et la mémorabilité jouent un rôle central. Et toujours penser en termes d'image et de modules de création qui sont adaptés aux différents médias. Donc, 2 exemples pour terminer de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, donc qui permet là, avec un concept indirect, de montrer une campagne sur des produits qui normalement n'ont peu de caractéristiques distinctives. Les produits pour la prévention sont tous les mêmes et se ressemblent étrangement. Il en est de même pour les shampoings ou les après-shampoings. Et là, c'est la création publicitaire, le saut créatif qui va permettre de distinguer la marque.